Bien, bon matin. Je suis heureuse de vous voir en si grand nombre. Je suis heureuse surtout de votre intérêt pour les arts autochtones. Ça me réchauffe le cœur. La présentation que je vais vous faire est issue un peu d'un travail de recherche que j'ai mené parce que, en parallèle à ma pratique artistique et à ma pratique de commissaire, je fais aussi de la recherche. Et donc, au cours des 2 dernières années, avec mon partenaire Chris Creighton Kelly, on a mené une recherche qui a été commissionnée par le Conseil des arts du Canada. Et ça s'appelle « Comprendre les arts autochtones au Canada aujourd'hui ». Et l'idée de cette recherche-là, c'était de faire un survol de ce qui a été publié sur les arts autochtones au Canada. Donc, de savoir un peu, avoir une idée de l'état de la conversation, des discours critiques, de comment on parle de ces pratiques-là, et particulièrement d'un point de vue autochtone. Donc, c'est sûr qu'il y a eu plein de choses de publiées sur les arts autochtones. Si on avait vu des livres, je suis certaine, des ouvrages magnifiques avec des photos et tout ça. Nous, on s'attachait plus aux ouvrages qui touchaient le discours critique ou l'histoire sur les arts autochtones. Donc, ça a été répertorié. On a passé 2 ans à ramasser toute cette information-là. Et au point de départ, l'idée d'un examen de la connaissance et de la littérature ou de la documentation, c'est presque une contradiction dans les termes. Parce que les arts autochtones, la culture autochtone est une culture de l'oralité. Donc, l'idée de mener une analyse documentaire, dès le départ, on s'est retrouvé devant un problème théorique, si on veut. Et pour pallier à ce problème-là, ce qu'on a décidé de faire, c'était d'inclure la question de l'oralité. Alors, on est allé rencontrer 5 aînés autochtones à travers le Canada. Et on a travaillé avec eux pour qu'ils nous aident à définir le cadre de notre recherche et qu'ils nous aident aussi à définir la méthodologie avec laquelle on allait travailler. Donc, je tiens à mentionner leur nom ici parce que je me sens redevable de ces aînés qui ont partagé leurs connaissances. Ce sont Alanis Obamsawin, qui est à Benaki, Margot Kane, qui est Chrysolto, de la Colombie-Britannique, Sally Webster, qui est Inuit, qui vit à Ottawa, Jean Sioui, qui est Huron-Wendat, qui vit à Wendake, qui est un auteur, et Alan Sillyboy, qui est Malicette et qui vit en Nouvelle-Écosse. Et donc, ces 5 personnes-là ont été vraiment au cœur du projet pour en définir les termes et pour définir la démarche. Bien sûr, je veux remercier le Conseil des arts du Canada avant de commencer parce que sans eux, cette recherche-là n'aurait pas eu lieu. Donc, je les remercie de leur intérêt. Je remercie aussi le Centre Vasteva, Guylaine et Louis de m'avoir invité ici. J'ai fait des rencontres touchantes et très enrichissantes cette semaine. Je veux remercier les communautés de Guescapéguiac et de Listigouche qui ont ouvert leurs portes, qui nous ont accueillis avec beaucoup de chaleur. Alors, merci à eux. Et surtout, je veux remercier les artistes autochtones dont je me nourris de leur travail. Je les remercie de continuer leur pratique. Je les remercie de poursuivre les traditions et de pratiquer des arts qui nous démontrent toute la richesse et la diversité des cultures autochtones au Canada. Une des approches qu'on a décidé de prendre sur le plan méthodologique, ça a été dans cette recherche-là. Je ne sais pas si vous avez-vous déjà vu ça, à quoi ça ressemble une analyse documentaire? Oui, non? C'est des trucs où il y a plein de références d'habitude, c'est danse, puis on cite des auteurs, puis on met ça en parenthèse, puis leur nom, puis l'année, puis souvent, les chercheurs s'approprient la voix des personnes qu'ils citent. Et finalement, ils se donnent une certaine autorité en faisant ça. Et nous, on ne voulait pas aller dans cette voie-là. Et c'était délibéré. On ne voulait pas s'approprier la voix de personne. En fait, c'était le contraire. On voulait donner de l'espace à la voix.
Alors, ce que vous allez voir aujourd'hui, vous allez voir quelques citations, et c'est délibéré. On a souvent donné des grands espaces pour les gens, pour que les gens puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent articuler une pensée plus complexe. Alors, on n'a pas fait des petits bouts de citations, on leur a laissé le temps. Et aussi, on a inclus dans notre recherche la parole. C'est-à-dire qu'il y a des citations qui sont là, mais qui ont été recueillies dans le propos, dans l'oralité. Donc, c'est des trucs qui n'ont jamais été écrits nécessairement. Et ça nous a permis, donc, parce qu'il y a des aînés, il y a des artistes qui ne sont pas du tout à l'aise dans l'écrit, qui ne s'expriment pas comme ça. Alors, on voulait s'assurer qu'on répertoriait leurs connaissances aussi. On ne voulait pas les laisser de côté. Un petit mot sur la terminologie. On utilise autochtone. On entend plein de mots quand on parle des Premières Nations, quand on parle des autochtones. On entend amérindien, on entend autochtone, on entend indigène, on entend indien, aborigène. Il n'y a pas longtemps, on entendait sauvage. Ça, c'est en français. Si on regarde du côté anglophone, il y a plein d'autres mots. Et donc, la question de la terminologie est toujours un petit peu compliquée. Les mots changent. Hein? C'est ça, il y a quelques décennies, quand on entendait sauvage, c'était un terme qui était courant. Puis après, ça se disait plus. Puis après ça, l'indien, c'était correct. Là, maintenant, l'indien, c'est pas trop correct. Après ça, on entend Première Nation. Mais le problème avec Première Nation, c'est que ça n'inclut pas tout le monde. Ça n'inclut pas mon ami Inuit, sculpteur, alors toute la nation Inuit et la nation métisse ne sont pas vraiment inclus dans le terme Première Nation. Alors, c'est pour ça qu'au Canada, c'est une espèce de convention, et nous, on a décidé de la suivre, d'utiliser le terme autochtone dans ce qui désigne les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Le danger d'utiliser un mot comme ça, c'est que souvent, on a l'impression que les Autochtones, c'est comme un bloc uniforme. Hein? Si on utilise juste un mot, c'est comme si c'est juste une affaire. Et pourtant, les cultures autochtones au Canada sont très, très diversifiées. Leurs pratiques artistiques sont très diversifiées. Il y a des choses qui les unissent, il y a des choses qui les rassemblent, mais dans leur expression artistique et dans leur expression culturelle, il y a une immense diversité. Donc, il faut garder ça en tête. Autre petit point au niveau de la terminologie, on parle des arts autochtones au pluriel. Donc, vous allez voir que dans la présentation, et surtout dans notre recherche, on s'est attaché à toutes les formes d'expression. Pas juste les arts visuels, on a inclus le théâtre, on a inclus le chant, la danse, l'écriture, donc toutes les disciplines artistiques. Mais on n'a pas fait non plus de distinction entre les pratiques traditionnelles et les pratiques contemporaines. Et c'était délibéré. C'est un geste qui est délibéré. C'est une conversation avec la question du traditionnel et du contemporain dans l'art autochtone. C'est une question qui suscite beaucoup de débats. Je vous raconte une petite histoire. Dans le cadre de la recherche, une fois, on avait réuni en Colombie-Britannique un groupe d'artistes qui venaient d'un peu partout, puis il y avait un aîné qu'on avait invité. Le débat faisait rage. Il y avait des jeunes là, qui sont à l'université, puis qui sont sûrs de leur affaire. Tu sais, quand on est jeunes, comment est-ce qu'on est sûr de notre affaire? Puis ils débattaient, puis les plus n'étaient pas sûrs, puis il y avait des gens qui faisaient plus de la pratique traditionnelle qui s'en excluent. Puis... Alors l'aîné était assis là, puis il était bien patient. Puis ils ont laissé débattre, et au bout d'une heure et demie, je pense, quand il y a eu une accalmie, et je dis, tu sais quoi, moi je pense que vous n'allez pas la faire. C'est un faux débat. Parce que les artistes autochtones, on a toujours été contemporains. Alors, c'est des cultures qui ne sont pas dans le passé. Et c'est des cultures qui ne sont pas figées. C'est des formes artistiques qui ne sont pas figées, qui ont évolué dans le temps, qui continuent d'évoluer, puis qui vont évoluer dans l'avenir. Donc, on inclut toutes les formes dans notre travail.
Évidemment, la présentation que je fais ce matin, j'ai délibérément mis l'accent sur les arts visuels parce qu'on est dans un centre d'art visuel. Donc, les images que vous allez voir sont donc des images, en général, de travail d'artistes en art visuel. Est-ce que vous me suivez? Oui? Des questions, commentaires? Parce que j'aurais vraiment envie que, j'ai pas envie de faire un truc formel, ce matin, on est samedi matin quand même. On vous a sonné là. J'aimerais ça parce que je n'aime pas la position d'autorité de la connaissance. Là. Il y a plein de connaissances dans la salle et j'aimerais ça qu'on ait la chance de la partager. Donc, je vous invite à intervenir, à questionner, à ajouter. Oui. La question, j'ai beaucoup aimé la définition du terme autochtone. Comment on dirait en anglais? Aboriginal. Aboriginal. C'est la traduction qui rassemble la culture. Hein? Êtes-vous d'accord, M. Pondo? Does it make sense to use Aboriginal to describe First Nations, Inuit, and Métis people? Yeah, acceptable? Okay. Vous savez, moi j'ai l'impression que dans une décennie ou deux, il y a un autre mot qui va apparaître de toute façon. Les mots changent, la terminologie change. Mais pour l'instant, je trouve que celui-là est acceptable. Mais pour faire suite, moi j'aimerais savoir, amérindien, oui. Le terme amérindien. D'où ça vient? Non. Les Indiens d'Amérique, les Native Americans? Moi, j'emploie ça dans mon discours, dans mon travail. C'est le mot, ça va. C'est correct. Oui. Mais sauf que ça n'inclut pas les Inuits et les Métis. Ça veut dire les Indiens d'Amérique, mais ça, c'est en plus, on n'est pas dans les aux Indes, hein? On n'est pas dans ce sont trompés toutes. On n'est pas des Indiens. Mais c'est correct. C'est un terme qui est accepté. Amérindien, ça marche. Mais ça ne décrit pas les Inuits. Ils ne se sentiraient pas inclus dans ce terme-là. Les Métis ne se sentiraient pas nécessairement inclus dans ce terme-là. Je pense que ce serait plus les Premières Nations. Et lorsqu'on dit Première Nation, native, c'est correct? Non? Oui? En anglais, c'est utilisé. Ça, c'est ça. Hein? Où j'habite ici, je vis en deux communautés Mi'kmaq, puis eux, c'est ça qui est décidé. Oui, elles se décrivent comme ça. Oui. Mais ça dépend des générations aussi. Oui, les personnes plus âgées, c'est pas qu'ils utilisent encore le terme indien. C'est leur vocabulaire, c'est comme ça, Indien, Native, American Native. Tu sais, il y a des traductions différentes entre les langues. Il faut que vous sachiez, par contre, qu'au sein des communautés, il y a une tendance de plus en plus marquée à appeler les gens par leur vrai nom. C'est-à-dire Kanien'kehá:ka ou Mi'kmaq ou Malisa, oui, Coast Salish ou Okanagan. Alors, parce que ils ont des noms, ce monde-là. Hein? C'est des nations qui ont des noms. Et il y a aussi tout un processus de réappropriation du territoire qui est en train de se faire. Plusieurs artistes participent de ce mouvement-là, d'ailleurs, de renommer le territoire avec les noms, les vrais noms. Ben, les noms d'avant, disons. Et donc, dans certains travaux, vous allez voir un peu de ça. On s'entend-tu sur la terminologie? Ça va? On peut y aller? OK, un petit mot là-dessus avant de quitter la terminologie. Je pense que c'est important de le mentionner. Il y a tout un travail qui est en train de se faire dans le monde autochtone, pas tant dans le monde des arts, mais plus au niveau de l'éducation, au niveau de la justice, au niveau du travail social. Il y a tout un travail qui est en train de se faire de décolonisation. Et il y a des auteurs importants, des universitaires importants qui sont en train de travailler à documenter ces approches-là.
et c'est des approches méthodologiques, c'est-à-dire qu'ils sont en train de développer des méthodologies autochtones, de ramener des méthodologies qui sont dégagées des approches occidentales. Et donc, une de ces auteurs-là, c'est une auteure de Nouvelle-Zélande, une auteure maori qui s'appelle Linda Tuai-Smith. Et elle a été très importante dans notre travail. Elle a eu une influence importante dans notre travail. Elle nous a vraiment aidés à développer une approche qui respectait la vision du monde autochtone, la connaissance autochtone, et nous permettait d'approcher notre recherche d'un point de vue moins occidental. OK, on y va. Alors, ce que je propose une exploration. Parce que l'objectif de notre recherche, c'était comprendre les arts autochtones au Canada aujourd'hui. Et donc, notre travail n'était pas tant de mettre l'accent sur l'expérience esthétique. Alors, c'est comme si dans cette roue-là, dans ce cercle-là, au centre sont les œuvres. Au centre, c'est l'expérience esthétique. Au centre, c'est la forme, la couleur, c'est l'interaction, c'est la rencontre de l'œuvre. Mais ce qu'on nous a proposé, ce que je vous propose ce matin, c'est des portes d'entrée vers ce travail-là, des clés pour comprendre le travail, pour comprendre l'univers dans lequel il s'inscrit. Alors, ces 8 éléments-là, ces 8 portes ou ces 8 fenêtres sont la vision du monde autochtone, l'histoire coloniale du Canada, parce que si on ne connaît pas notre histoire, on a bien de la difficulté à mettre les choses en contexte. Les savoirs autochtones, le prisme de l'art occidental, l'histoire récente des arts autochtones, les arts autochtones et leur rapport avec les communautés, les artistes autochtones et leur art, donc leur propre considération, leur propre pratique, et finalement l'avenir des arts autochtones. Alors, on a tout un programme, hein? On va aller vite, par exemple. Je ne veux pas être trop ennuyée. Alors, le premier élément, la vision du monde autochtone. L'image que vous voyez là, c'est une performance qui a eu lieu au Centre d'art de Banff. Et l'artiste s'appelle Rebecca Belmore. C'est une Ojibwe de l'Ontario. C'est une artiste qui a une carrière internationale, qui est d'ailleurs a représenté le Canada à la Biennale de Venise en 2005. Elle a fait un porte-voix. C'est un immense porte-voix pour parler à la Mère Terre. Alors, il y avait toute une performance qui était développée autour de ce travail-là. Alors, qu'est-ce que c'est la vision du monde autochtone? Ben, en premier, je voulais vous montrer, ce n'est pas une œuvre contemporaine, mais c'est une œuvre relativement récente, et c'est l'œuvre d'une artiste Mi'kmaq. C'est une œuvre qui s'appelle Mi'kmaq Worldview. Elle est, Teresa Marshall, elle est du Nouveau-Brunswick, je pense, une plaque du Nouveau-Brunswick. Et cette œuvre-là fait partie de la collection de l'art indien du ministère des Affaires indiennes du Nord. La vision du monde autochtone était traditionnellement transmise oralement, de génération en génération. Ces traditions se poursuivent encore de nos jours. Et bien sûr, il y a l'oralité, mais de plus en plus d'artistes et d'universitaires autochtones prennent la plume et se mettent à documenter les savoirs. Dans le cadre de notre recherche, ce qu'on a dégagé, c'est 4 grandes caractéristiques de la vision du monde autochtone. Le territoire, le lien au territoire. C'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les nations. La connexion au territoire, la terre,
et le lien profond qui nourrit les cultures autochtones, qui les assoit dans le territoire. Le deuxième, c'est l'interdépendance. Le fait que tout est relié. C'est une autre grande caractéristique de la pensée autochtone. Rien n'est séparé, tout est en relation, tout est tout le temps en relation. Alors, c'est quelque chose qui informe beaucoup les pratiques d'artistes contemporains. Le troisième élément, c'est les histoires de la création. Comme dans n'importe quelle civilisation, les cultures autochtones ont leur propre histoire de la création, qui explique notre place dans l'univers, qui explique notre place dans le monde. Et ce sont des histoires qui sont importantes, comme la Genèse est une histoire importante pour les cultures occidentales. Les histoires de création sont vraiment essentielles à la vision du monde autochtone. Évidemment, toutes les histoires ne sont pas les mêmes, qu'on soit sur la côte Est ou la côte Ouest. Et si on est chez les Inuits, les histoires de la création ne sont pas du tout les mêmes. Mais elles sont fondamentales dans l'établissement du monde autochtone. Et finalement, on l'a mentionné, la question de l'oralité. Je vous raconte une histoire. En 1969, quand l'année où les hommes sont allés marcher sur la Lune, il y a une équipe d'ethnographes qui est allée dans le département canadien pour aller rencontrer des amis. Et c'était des hommes autochtones. Et ils étaient bien excités de cette affaire-là. Les hommes de la NASA, les hommes sur la Lune. Alors, ils sont allés rencontrer les amis, puis là, on dit, c'est pas extraordinaire, hein? C'est un grand pas pour l'humanité. C'est impressionnant, qu'est-ce que vous en pensez? Puis les aînés se regardaient un peu frigos. On ne comprend pas l'émerveillement. Ça fait longtemps qu'on écoute. Il n'était pas impressionné. Je voudrais juste vous lire une citation de Thomas King, qui est un auteur autochtone, qui a écrit beaucoup de romans, qui a écrit des pièces de théâtre aussi. Et il nous dit, « Un théologien pourrait affirmer que les deux histoires de la création, alors il fait référence à l'histoire, à la Genèse, puis aux histoires de la création autochtone. Un théologien pourrait affirmer que ces deux histoires de la création sont fondamentalement identiques. Chacune d'elles parle de la création du monde et de l'apparition des êtres humains. Mais un conteur affirmerait que ces deux histoires sont très différentes. Les éléments dans la Genèse forment un univers particulier, régi par une série de hiérarchies qui célèbrent la loi, l'ordre et la bonne gouvernance. Tandis que dans notre histoire autochtone, l'univers est régi par une série de collaborations et célèbre l'égalité et l'équilibre. Alors, vous voyez que les valeurs qui sont en jeu ne sont pas du tout les mêmes. Alors, tout au long, je vous présente des œuvres. Puis je m'excuse d'avance parce que je trouve que ça ne rend pas jamais justice à un artiste de pouvoir présenter une ou deux images. On ne peut pas saisir la qualité du travail, le sérieux de la démarche. Mais bon, pour les besoins de la pause ce matin, j'ai essayé en fait de vous présenter un ensemble d'artistes de toutes les régions, de toutes les nations, des jeunes, des vieux, ceux dans le milieu. Juste pour vous donner un aperçu de la création qui a cours présentement. J'ai aussi intégré des citations, comme je l'ai dit précédemment, d'artistes, de commissaires ou d'historiens autochtones. Norval Morisseau, est-ce que vous connaissez? Oui, hein? C'est des images qui vous parlent, ça. Norval, un artiste ojibwé, ça a été le premier artiste autochtone à avoir une exposition solo au Musée des Beaux-Arts du Canada. Il n'y a pas longtemps. Et je voulais vous montrer cette image-là, encore une fois, une image rend pas justice, mais c'est le travail d'une jeune artiste, Kwakwakwa, donc de la côte ouest de l'île de Vancouver,
Elle s'appelle Marianne Nicholson et son travail s'appelle Container for Souls. Et ce que vous voyez, en fait, c'est une boîte lumineuse. Et le verre est sculpté. Donc, ce qu'on voit sur les murs, c'est la réflexion de la lumière, c'est des ombres. Alors, quand on entre dans la galerie, vous pouvez vous imaginer comment c'est impressionnant. Hein? On rentre dans les ombres, on rentre dans... Et donc, le contenant pour les âmes. C'est ça le titre de son œuvre. Et on sent vraiment le lieu très, très habité. C'est une œuvre qui est vraiment impressionnante. Je voulais vous la montrer, même si en 2 dimensions comme ça, on n'a pas l'expérience, pas la même en tout cas. Ça aussi, c'est un autre travail de Marianne Nicholson. C'est dehors, c'est monumental. Je vous donne une idée, là. Il y a un personnage ici, une personne qui est debout ici, grand comme ça. Donc, vous imaginez la grandeur de cette projection-là. Et ce qu'elle a fait, Marianne, ça, c'est projeté sur la Galerie d'art de Vancouver. Oui, et l'édifice c'est un édifice qui a abrité la Cour de justice. Et à travers les années, les décennies, il y a eu beaucoup de personnes autochtones qui ont été condamnées en justice dans cet édifice-là. Alors, elle voulait leur rendre honneur. Alors, vous voyez un peu, hein, je ne sais pas si tu commences à saisir les stratégies des artistes qui souvent sont attachés à leur passé, sont attachés à leur tradition, mais ont une manière très contemporaine d'exprimer, de passer leur message. Donc, ce qu'elle a fait, elle a utilisé de la symbolique. Tous les symboles sont des symboles totémiques. Elle a repris toutes ces représentations-là, Pocquaquoc, et elle a projeté ça sur la galerie. Non, ça a été présenté pendant 2 mois, je pense. C'est très impressionnant. Les taxis s'arrêtaient, les autos s'arrêtent. Le soir, c'était très impressionnant comme œuvre. OK. Deuxième élément de notre cercle, l'histoire coloniale du Canada. Souvent, quand on parle des cultures autochtones, l'histoire de ces cultures-là commence au moment du contact. Comme si, avant l'arrivée des Blancs, il n'y avait pas eu grande histoire. En fait, on le classe même comme la proto-histoire ou comme la préhistoire. Hein? L'histoire commence avec les Blancs. Pourtant, on est déjà depuis longtemps. Et évidemment, l'histoire étant une discipline qui repose sur l'écrit, qui repose sur le document pour établir sa crédibilité et la véracité des faits, en contact avec une culture de l'oralité, c'était bien embêtant. C'est donc pourquoi souvent les historiens ne se sont pas du tout attachés à l'histoire à la réalité spontanée, ils se sont mis juste à documenter les choses qu'ils rencontraient et consignées par l'écrit. Donc souvent l'histoire de l'art, en tout cas en ce qui concerne les cultures autochtones et les arts autochtones, c'est souvent une histoire qui a été pas du tout comprise dans les termes de ces cultures-là, mais ça a été compris dans les termes de ceux qui avaient. Il y a une personne dont le nom est Olive Patricia Dickerson, et c'est une femme métisse de la Saskatchewan, qui a fait un travail remarquable de documenter l'évolution des pratiques culturelles et artistiques avant le contact. Ce n'est pas une tâche évidente parce qu'il n'y a pas beaucoup de documentation, mais elle a consacré sa vie à ça. Alors, si jamais vous voyez un livre d'Olive Patricia Dickerson, ce sont des ouvrages fascinants, je vous les recommande. Le projet colonial a été un projet extrêmement violent pour les peuples autochtones et leur culture. Quand les Blancs sont arrivés ici, puis qu'ils sont entrés en contact avec les cultures autochtones, souvent ces cultures-là ont été perçues comme des cultures en voie de disparition. Hein? Ils étaient convaincus qu'il était tellement sauvage, ce monde-là, que de toute façon, il n'allait pas entrer dans la modernité. C'était pas possible, on n'était pas dans la modernité, mais
Ils n'allaient pas entrer dans la civilisation. C'était des sauvages, ils étaient un sous-peuple, et on allait... en fait, il allait juste se taire. Et les ethnologues et les anthropologues se sont attachés avec fougue, je dirais, à collectionner les objets d'art. Mais à les collectionner pas comme des objets d'art, à les collectionner comme des artefacts, comme des témoins de cette culture en voie de disparition. Et donc, pendant longtemps, des anthropologues, des prêtres, toutes sortes de missionnaires entraient dans les communautés et s'appropriaient des masques, s'appropriaient, enfin, toutes sortes d'objets, et souvent les revendaient à des musées à travers le monde. Hein, c'était l'époque, là, je vous replace un petit peu dans l'époque, c'était l'époque des cabinets de curiosité en Europe. Hein? Ça vous dit quelque chose? Ou des fois même on amenait des humains et on les mettait en exposition, hein, dans les musées d'histoire naturelle et tout ça. Donc, évidemment, ça laisse des traces, là. On a beau se dire que c'était dans le passé, qu'on ne fait plus ça aujourd'hui, puis ça ne se passe pas comme ça, mais il reste que notre regard, lui, il est encore chargé de cette histoire-là. On regarde encore les choses à travers ce regard-là anthropologique, et je vous dirais qu'au Canada, la majorité des objets d'art ne sont pas collectionnés dans les musées d'art contemporain. Ils ne sont même pas collectionnés dans les musées d'art, ils sont collectionnés dans les musées d'histoire naturelle et dans les musées de la civilisation. Alors, on a encore, et je suis en train de vous parler d'un néocolonialisme, là. On est encore en train de perpétuer certaines attitudes coloniales, et on est encore en train, je veux dire, quand on est allé visiter, Louis et moi, l'Estigouche, il nous racontait qu'il y a des gens du Musée de la civilisation de Québec qui étaient venus récemment pour interviewer des gens, pour voir un peu. Et parce que le musée est en train de refaire sa présentation sur les cultures autochtones. Ben là, on est dans un musée d'histoire naturelle, on est dans un musée de civilisation, on n'est pas dans une galerie d'art. Alors, évidemment, il y a eu une négation des pratiques artistiques. Et pendant très longtemps, c'est ça, c'était pas des objets d'art. Donc, s'il n'y a pas d'objets d'art, il n'y a pas d'artistes. Alors, les artistes n'étaient pas considérés comme des artistes professionnels. Là, je ne vous parle pas de 400 ans. Là. Je vous parle de 1950. C'est pas loin de ça, c'est l'histoire récente. Alors, il faut savoir aussi que une des choses qui a eu un impact important et qui continue d'en avoir, c'est la loi sur les Indiens. Qui est-ce qui connaît ça, la loi sur les Indiens? C'est 1876. Indian Act. Bien ça, jusqu'en 1951, ce Indian Act-là, la loi sur les Indiens, a empêché, a banni, a rendu illégale toute pratique artistique ou culturelle. Ah oui? Oui, jusqu'en 1951. En 1951, il y a eu un amendement porté à la loi, puis on a changé ça. Mais là, encore une fois, pour vous donner des repères historiques, là, 1951, c'est l'année où on a eu la commission Massé-Lévesque sur les arts et la culture au Canada. Vous connaissez ça, la commission Massé-Lévesque? Ça a été, finalement, la commission royale d'enquête sur les arts. Et ça a été le document fondateur. Ça a été, finalement, la chose qui a permis au Canada de se doter d'une infrastructure artistique. Alors, c'est à partir de là qu'on a construit le Centre national des arts, les galeries d'art, les orchestres symphoniques, les théâtres, les galeries publiques. On s'est donné une infrastructure comme pays. Mais pendant ce même temps-là, les arts autochtones étaient bannis. Alors, quand on a produit tout ça, toute cette infrastructure-là, les arts autochtones n'ont pas été inclus du tout dans ça. Et on vit encore dans cette réalité-là maintenant. Ça change un petit peu, mais je te dis qu'il faut pousser. Parce que les infrastructures sont des infrastructures, et il faut encore une fois se replacer à l'époque. Les formes d'art qui étaient reconnues comme des formes d'art étaient toutes des formes d'art qui venaient d'ailleurs. C'était des formes qui venaient d'Europe. C'était pas des formes d'ici. Alors, c'est pour ça qu'on a construit des salles pour les orchestres symphoniques. Donc, toutes les formes d'art qui étaient basées en Europe, en Occident. Question? Ça, qu'est-ce que c'est, ça?
Ce qu'on voit ici, c'est le travail de l'artiste Nadia May, qui est une Anishinaabe de Kitigan-Zibi, près de Maniwaki au Québec. C'est une relativement jeune artiste qui a une carrière internationale aussi. Et ce qu'elle a fait, elle a pris la loi sur les Indiens, ça compte 66 pages. Elle a pris les 66 pages et elle les a perlées. Alors, elle a fait un travail de collaboration avec des femmes, un groupe de femmes, et elles ont perlé la loi sur les Indiens. Alors, ce que vous voyez, c'est toutes des perles rouges. Alors, partout, il y avait du papier, là, le papier blanc, ce sont des perles rouges. Puis pour chaque mot, pour chaque lettre, c'est une perle blanche. Ah! Est-ce que les mots, on les voit? Alors elle sait, regardez, là, c'est une stratégie artistique, c'est une stratégie de réappropriation. C'est se réapproprier quelque chose qui a été douloureux, mais le transformer en même temps. Alors on peut plus lire les mots, bien sûr, mais ça, elle se l'est appropriée en le parlant. C'est un travail qui a été présenté partout au Canada et à l'étranger également. Le travail de Rebecca Belmont. C'est elle qui avait fait l'immense porte-voix. Elle fait aussi toute une série de travaux de performance, d'installation, et dans ce cas-ci, ça parle tout seul, hein? Pas besoin de décrire. OK, on avance. C'est pas trop long? Je vous embête pas trop? C'est le travail aussi de, juste pour finir, on finit sur l'histoire de la loi sur les Indiens, le travail d'un artiste, Michel Savard, qui est Huron-Wendat, qui a pris, lui, il l'a tiré à carabine, la loi sur les Indiens. Vous voyez la différence d'approche entre les hommes et les femmes. Hein? Les femmes ont parlé pendant des mois, puis le gars, il est allé avec sa carabine. Disons que le propos se ressemble un peu. L'autre aspect qui nous semblait essentiel pour comprendre les pratiques artistiques autochtones, c'est les savoirs autochtones. Si on ne comprend pas les savoirs, si on n'a pas d'idée de où ça vient, c'est difficile de comprendre les fondations épistémologiques et les fondations philosophiques du travail. Donc, on s'est attaché à ça. Cette question-là des savoirs autochtones, c'est pas juste une question, c'est une question qui est en train d'être de plus en plus documentée. C'est fait au sein des communautés elles-mêmes. Au fur et à mesure que les aînés nous quittent, il y a tout un pan de savoir qui nous quitte avec eux autres. Et c'est tragique. C'est des gens qui parlent leur langue, c'est des gens qui sont complètement inscrits dans leur réalité. Et quand ils partent avec leur savoir. Et donc, il y a un travail qui est fait par les artistes en art contemporain de documenter ce travail-là ou de l'interpréter, ce savoir-là. Et c'est un mouvement qui n'est pas unique au Canada, c'est en train de se faire sur l'ensemble de la planète. D'ailleurs, l'UNESCO a une convention maintenant qui a été signée par le Canada finalement sur la protection des savoirs autochtones. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à lire les travaux de l'artiste Craig Youngin, qui a été en fait le collaborateur canadien à l'équipe internationale qui a développé la Convention. Et il a publié une série de travaux qui sont absolument fascinants. Le document dont je vous parle, moi, quand je te vois prendre des notes, il y a une bibliographie de 40 pages à la fin de ce travail-là. Tout est là. Tout est là. Et en fait, je veux, pendant que j'y suis, juste mentionner que j'ai délibérément créé une bibliographie d'ouvrages en français
Je ne l'ai pas intégré dans toute la bibliographie. Alors, il y a une bibliographie d'ouvrages en français puis une bibliographie d'ouvrages en anglais. Alors, pour les lecteurs francophones, vous n'avez pas besoin de passer à travers les 40 pages d'ouvrages mêlés. Il y a une bibliographie séparée, donc ça facilite la recherche pour les choses qui vous intéressent. Le savoir autochtone aujourd'hui, comme il est traité par les artistes en particulier, est fait dans une intention de respect et de transmission. Il y a beaucoup d'artistes qui se sentent une certaine responsabilité à transmettre des savoirs. Il y a tout un travail de sauvegarde. Il y a plein d'artistes, de jeunes artistes autochtones qui sont en train d'apprendre leur langue. Qui sont en train d'apprendre leur langue ancestrale qu'on ne leur a pas enseigné à l'école, mais qui sentent que c'est tellement important parce que la langue est tellement liée au territoire, est tellement liée à la culture, et donc essentiellement, qui forment une partie prenante de qui ils sont dans leur expression artistique. Il y a tout ça qui se fait dans un souci de respect des protocoles. Alors, il y a encore dans les communautés autochtones, et même pour les artistes qui travaillent dans des démarches très, très contemporaines, puis qui vivent en ville, puis qui voyagent à travers la planète, on ne prend pas n'importe quelle image comme ça, on ne prend pas n'importe quelle histoire comme ça. On ne peut pas s'approprier les savoirs. Il y a des protocoles à respecter. Les artistes vont souvent aller consulter des aînés pour savoir s'ils peuvent faire telle ou telle chose, si on peut mettre en scène tel ou tel aspect de la culture. Donc, je pense que c'est important c'est un élément à considérer, en tout cas, quand on entre en contact avec ce travail-là. Ça, c'est un travail qui a été présenté à Québec par Sonia Robertson et Domingo Cisneros. Et ça représente un wampum. Les wampums étaient des ceintures perlées qui étaient en fait des représentations visuelles d'entente, de traité entre les peuples autochtones et les peuples, les colonisateurs. Et donc, il y a une réinterprétation de cette tradition-là qui a été faite dans le cadre des fêtes du 400e de la Ville de Québec. Alors, c'est ça qu'on voit ici. Questions, commentaires? Est-ce que c'était tout végétal, même au mur? C'était, oui. Même au mur? Oui. L'écorce? Oui, c'est de l'écorce, c'est ça. C'est des écorces. Puis toute la... Ouais. Puis ça s'étendait, là, une espèce de grand jardin, mais en fait, c'est ça, c'était une représentation d'une ceinture wampum. Le dernier élément que je voudrais mentionner, avant de passer au prochain point dans le cercle, c'est la question de l'autonomie gouvernementale. Il y a une recrudescence, une résurgence des cultures autochtones. Et je pense qu'il y a tout un processus de désir d'autonomie gouvernementale. Vous en avez sûrement entendu parler, là. Je veux dire, avec les chefs qui ont rencontré le premier ministre récemment, avec toutes les conversations autour de la loi sur les Indiens, c'est un sujet qui est de très grande actualité, avec le désir du gouvernement d'extraire les ressources du territoire et les négociations avec les Premières Nations dans ces grands projets-là de projets pétroliers et miniers, tout ça. Évidemment, toute la question de la gestion du territoire et la question de l'autonomie gouvernementale est au premier plan. Et c'est une question qui préoccupe beaucoup les artistes en art contemporain. Donc, le prochain élément sur notre cercle, c'est le prisme de l'art occidental. Je vais vous raconter une histoire pour entamer celui-là. C'est une histoire qui m'a été racontée par une amie, Sylvie Paré, qui est Huron-Wendat, qui est métisse Huron-Wendat et québécoise, de la réserve de Wendat, près de Québec.
Et elle racontait qu'en 1999, le Royal Ontario Museum a annoncé, après plusieurs années de négociations, qu'ils allaient finalement rendre à la communauté, pour qu'on les remette en terre, les ossements de leurs ancêtres, qui avaient été pris dans les cimetières de Wendake. Et qui avaient été aussi pris à même des cimetières de la baie Georgienne. Et donc, elle était invitée, avec d'autres de la communauté, à participer au rapatriement des objets et à la cérémonie de rapatriement. Elle dit « Ce fut l'une des expériences les plus fortes de ma vie. C'était extrêmement touchant de voir le camion du musée arriver avec des caisses classifiées. On était loin du folklore. Quand je pensais au rapatriement des objets, j'imaginais des squelettes entiers dans des boîtes. Mais non. Il s'agissait de tibias avec les tibias, des crânes avec des crânes. On y retrouvait toute la classification muséologique. L'aberration. Alors, je vous raconte l'histoire parce que je pense que ça introduit bien le sujet du prisme de l'art occidental. Le regard qu'on a porté sur ces formes artistiques et le regard qu'on porte souvent encore. L'histoire coloniale au Canada, elle a créé une façon de voir et de comprendre qui privilégie les hypothèses, les croyances, les philosophies, les attitudes et la logique du monde occidental, c'est-à-dire un mélange complexe et puissant d'histoire, d'anthropologie et de politique. Elle a des ramifications dans l'histoire de l'art et le discours sur l'art. Il s'agit plutôt d'une méthode déconstructive qui permet de déterminer les nombreuses façons par lesquelles l'histoire de l'art occidental glorifie les artistes européens et leurs formes d'art, en même temps qu'elle dénigre ou ignore les pratiques artistiques des autres peuples du monde. Et ce n'est pas juste pour les Autochtones du Canada, ça a été un regard qui a été employé au Maghreb, en Afrique, enfin partout où il y a eu le projet colonial. Alors, on est encore aux prises avec ça aujourd'hui. Et en fait, au moment où on se parle, le débat fait toujours rage entre l'approche anthropologique, c'est-à-dire regarder l'objet comme un artefact, ou l'approche des historiens qui ont tendance plus à étudier le contexte culturel dans lequel ces œuvres-là ont trouvé forme. Très peu de discours critiques sur le plan de l'art contemporain est développé pour aborder ces œuvres-là. C'est comme si on était encore poigné dans le passé. Mais il y a de plus en plus de jeunes artistes et de jeunes commissaires et de jeunes historiens autochtones qui prennent parole, qui prennent la plume et qui commencent à créer toute une documentation pour nous permettre d'aborder le travail. Je vais montrer ça, qu'est-ce que c'est celle-là? C'est une peinture? Non, ça c'est une photographie, c'est une pièce de théâtre qui s'appelait The Red Sister, donc les sœurs de la réserve. Et ça a été, en fait, Thompson Highway a été un des premiers artistes, un des premiers dramaturges autochtones à avoir son travail présenté dans un théâtre. Parce qu'avant, le théâtre autochtone n'était pas vraiment présenté dans les théâtres, mais lui, ça a été le premier. Je prends une gorgée d'eau. Des commentaires, des réactions? Je vous ai coupé le soufflet. OK, on va parler de choses plus gaies. Non, mais c'est très intéressant. Oui. Comme on dit, la gueule du temps. Oui. Bon, évidemment, les choses changent. En 1951, ça fait 60 ans, puis à 60 ans, il se passe plein d'affaires, puis il y a plein de monde qui font des choses, puis il y a de plus en plus d'artistes. Pour les arts autochtones, dans le fond, on a encore avec nous la première génération d'artistes qui ont été reconnus comme des artistes professionnels. Je pense à Daphné Odjick, je pense à Norval Morisseau, je pense à Alex Janvier,
à Tom Hill. Donc, c'est des gens qui ont été les premiers à pousser sur les structures puis à dire « Nous sommes des artistes, nous voulons présenter notre travail. » Et on les a encore avec nous. Alors, ça vous dit comment c'est récent comme histoire, finalement. Mais évidemment, il se passe plein de choses. Et de plus en plus, il y a de plus en plus d'artistes. Il faut savoir que les nations autochtones font bien des bébés. Alors, la population est à la hausse, le taux de natalité est à la hausse et les populations sont très jeunes. Hein. 50%, en général au Canada, 50% des Autochtones ont moins de 30 ans. Donc, c'est ça. Et il y a de plus en plus de jeunes qui ont accès à l'éducation. Il y a des jeunes qui vont au collège, qui vont aux universités, qui sont éduqués. Oui? Comment on explique ce mouvement démographique? C'est pas ICM, ça. On ne se l'explique pas. C'est des taux de natalité qui sont élevés, je ne sais pas. Pour une race qui était supposée d'être en voie de disparition, c'est comme vraiment le contraire. Dans des provinces comme la Saskatchewan, des villes comme Saskatchewan, plus que 50% de la population est autochtone. Alors, ça change la donne, hein? Ça change les dynamiques, ça change les rapports, ça change. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va vivre dans les prochaines générations. La présence autochtone, la présence des savoirs aussi, la présence des visions du monde. J'espère qu'il y aura une place pour ça parce que je pense que ça peut servir à tout le monde. Mais ça implique plus aussi, je pense. Les Autochtones s'impliquent plus qu'avant. Ils se défendent. Mais encore une fois, c'est pas homogène. C'est pas une situation qui est homogène. On a encore la loi sur les Indiens, hein? Elle existe toujours, même si on la tire à la carabine, là, elle existe toujours. Il y a encore des réserves. Il y a encore du monde qui n'ont pas le droit de posséder leur maison puis leur territoire. Il y a encore du monde qui ont de la misère à se trouver du travail. Il y a encore, je veux dire, il y a du monde qui vit dans des conditions, là, c'est même plus le tiers-monde, là. Je ne sais pas si vous avez visité des... En fait, moi, j'ai été très impressionnée, je vais vous livrer ça là, de manière très candide. Je trouvais qu'ils sont belles, les réserves aussi. J'ai vu des trucs, il y a des conditions de vie dans les réserves au Canada, là, vous n'en croiriez pas vos yeux. Et comment les enfants sont dans le milieu dans lequel les enfants vivent. C'est pas... Alors, il y a tout un travail, on va en parler tantôt, je vais essayer de finir ça pour qu'on puisse engager une conversation, parce que les artistes se sentent une responsabilité par rapport à leur communauté aussi, puis par rapport à ce qui se passe dans leur communauté. Puis il y a des raisons historiques pour ça aussi, c'est pas juste une plaie des gens qui nous est tombée dessus en particulier, là. Il y a des raisons, ben, si vous avez regardé le 8e feu, là, vous avez quelques pistes, là, mais les pensionnats, ça a été dévastateur, ça. Puis ça s'est passé sur des générations. Alors, c'est sûr, ça ne va pas se réparer en 3 ans. Ça prend du temps à réparer. Tu as des générations de parents, d'enfants qui ont été coupés de leur famille. Alors, après ça, quand ils deviennent parents, ben, ils ont coupé. Ben, c'est ça, c'est tout coupé. Alors, il y a un travail de reconstruction à faire, il y a un travail de guérison à faire, il y a un travail de décolonisation à faire, et les artistes autochtones sont fermement engagés dans ce travail-là. Une œuvre de Joanne Cardinal-Schubert. Tout à l'heure, je vous disais, il y a la génération des artistes, là, les aînés, ceux-là qui ont été, en anglais, on dit trailblazers, ceux-là qui ont ouvert les sentiers. Joanne en est une. Elle est pied noir de la région de Calgary. Elle est décédée, mais ça a été une voix extrêmement importante dans l'histoire de l'art autochtone au Canada. Très beau travail aussi. Parler de travail de réappropriation, je vous présente rapidement le travail de Robert Poole, qui est métis, donc qui est un métis ojibwé, et il a découvert, en faisant ses recherches, Robert est un artiste qui est collectionné par le Musée des Beaux-Arts du Canada, une carrière internationale, et il a aussi reçu la bourse pour faire une résidence à la résidence à Paris. La résidence du Conseil des Arts à Paris. Donc, il est allé faire un travail de recherche. Et dans ses recherches, il a découvert que, je ne me souviens pas exactement à quelle époque, mais il y a eu des Ojibwés qui avaient été pris de la réserve puis amenés à Paris pour divertir la cour.
bon, avec leurs objets et leurs vêtements et tout ça. Et il a fait toute cette recherche-là, et ça, c'est un travail qui a été présenté au Centre culturel canadien à Paris. Alors, sur les lieux mêmes, ben, pas dans la cour, là, mais sur les lieux mêmes où les Ojibwe avaient été amenés pour être montrés comme des bêtes de scène, finalement. Lui s'est réapproprié ça. C'est l'esprit de ces 4 Ojibwe qu'on voit sur les murs. Et au moment d'ouverture de l'exposition vernissage, il y a l'artiste Barry Hayes, qui est aussi un commissaire important, et qui est un danseur de powwow, comme quoi on peut incarner à la fois la tradition et l'art contemporain. Il est un vrai danseur de powwow, c'est lui qui a fait sa régalia et tout. Et il est allé à Paris, et sur le... Je pense qu'ils étaient... où est-ce qu'ils sont? En Paris. Ah, c'est ça? Ils sont où? En tout cas, au moment du vernissage, il y avait de la musique de powwow et lui, il a dansé. Il y a le musée d'art primitif derrière. Mais c'est ça. C'est marqué l'Antiquité. Et il est allé donc danser pour se réapproprier l'histoire, puis pour dire, regarde, on est encore là, puis on les danse encore pour le powwow. On n'est pas poigné dans le passé, on n'est pas figé dans le passé, on est là. Et je crois que c'est le musée, en fait, parce qu'il y a un musée à Paris où on avait fait, les expositions d'art colonial, où on présentait justement des Africains, des malins vivants. Oui, je pense que c'est ça. C'est le musée du Quai Branly. Je pense que c'est là. C'est pas le... Puis il avait Non, fait c'était un autre musée, c'était le musée des arts coloniaux, ils l'ont fermé depuis, mais il était à une... Au Trocadéro, Non. musée de l'eau. Non, mais Louis dit c'est pas, mais c'est pas grave, regarde, c'est pas grave ce que c'était là, mais c'était à Paris. Dans un lieu mythique. Un autre exemple de travail de réappropriation et de reconstruction, c'est l'artiste Nicolas Galanin, qui est Tlingit et qui a décidé, lui, de prendre les ouvrages qui ont été écrits par les anthropologues sur son peuple, sur sa nation, puis il les a reliés ensemble et maintenant il les sculpte. Et il fait les masques traditionnels. Donc, ce que vous voyez, ce masque-là, il est fait, vous voyez les pages? Alors, il est fait à partir d'un livre, mais le masque est fait, c'est des imageries traditionnelles. Donc, encore une fois, c'est un type de stratégie là, de réappropriation de la culture et de l'histoire. OK, je pense que ça fait le tour. Je pense que ça vous donne une idée du prisme de l'art occidental. Puis, bien sûr, on n'en est pas exempt. Ça fait toujours partie de notre regard. On est élevé comme ça. Là. On fait partie de... Tu sais, on n'est pas des pages blanches. On arrive avec notre bagage, on arrive avec nos connaissances. Quand on regarde quelque chose, quand on entre en contact avec une œuvre, on la voit à travers notre bagage, on la voit à travers nos connaissances. Alors c'est pour ça qu'on a pensé que c'était important de faire le tour de ces éléments-là pour que nos regards se transforment et que l'expérience qu'on a de l'œuvre soit enrichie. Oui. Est-ce qu'on parle beaucoup des échanges et puis l'expertise, etc., entre les autochtones et les autres populations? Pas beaucoup, et c'est pour ça que je salue l'intention de Vastévac de faire ce travail-là. Ça commence de plus en plus. Mais je vais vous dire quelque chose, puis ça me peine de le dire, parce que je suis attachée au Québec. La situation est vraiment dramatique au Québec, comparée au reste du Canada. On accuse vraiment un retard important. Que ce soit dans le financement, que ce soit dans les échanges. Il n'y a pas de programme d'art autochtone dans les universités du Québec. Il n'y en a pas. Il y a un programme qui commence, puis c'est à McGill, en anglais. Ben oui, ben c'est ça. Puis si vous regardez les collections des musées québécois, ben vous allez voir que l'art autochtone, même d'ici, n'est pas représenté. Hein? On a une collection d'art inuit, je pense, puis on a une pièce de Norval Morisseau, puis on a des affaires là, tu sais, disparates. Donc, oui, il faut l'engager, la conversation, il faut l'engager à plusieurs niveaux. On n'a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'infrastructure pour les arts autochtones au Québec. C'est une pitié. Mais on va changer ça.
Et moi, personnellement, je suis intéressée aussi par le travail des artistes autochtones, mais je suis intéressée en particulier à la rencontre des cultures. C'est une science mondiale d'histoire. Ben, c'est ça. La richesse. Exactement. Et moi, je suis particulièrement intéressée à l'histoire et aux œuvres d'artistes autochtones quand ils entrent en rapport avec des œuvres d'artistes de communautés diverses. Parce qu'eux aussi ont comme une histoire du colonialisme et je pense qu'il y a plein d'échanges. C'est très riche. Il y a un terreau qui est très, très riche. Là. OK. J'avance. Brièvement, je mentionnais ça juste en passant. On a fini ça. Je suis en retard dans mes diapos. Je parle trop. Toolbox. Annie Poutougou, vous connaissez tous. Artiste inuit très en vue. Joa Rubin qui sourit en arrière. Est-ce que c'est naïf? C'est oui, on peut dire. C'est oui. Je voulais vous montrer le travail de Brian Youngian. Je m'excuse pour la qualité de la photo. Ça s'appelle Prototypes for New Understanding, donc des prototypes pour une nouvelle connaissance. Et ce que vous voyez, ça a l'air des masques des Salish de la côte, mais en fait, c'est de l'équipement sportif. C'est des Nike, tu sais, c'est des chaussures de sport, c'est des gants de hockey. Alors, il prend des objets comme ça de la culture populaire et il les transforme. Encore une fois, c'est comme un commentaire sur. C'est obligé de l'ouvert. Oui. Oui. Faites une valette, des chaises. Et là, alors il a fait ça, imaginez. On voit, si vous vous approchez, vous allez pouvoir le voir, là, mais c'est tout fait en chaises de plastique, là, des chaises de parterre blanches. Puis il a recréé une espèce de baleine. Alors il travaille toujours avec des matériaux. Il a fait aussi tout un igloo. Ruben, do you know that word from Brian? He used like those recycling bags, the bins, and he created this immense igloo that you can go in. Have you seen that? It's beautiful work. Alors, il y a un travail qui est fait de reconstruction d'un igloo à partir des bacs de recyclage. OK, on a fait le tour de ça. Donc, les arts autochtones dans les communautés. L'image que vous avez là, c'est le théâtre d'Ebajimajig, qui est au nord de l'Ontario. C'est une troupe de théâtre autochtone qui voyage à travers le monde, qui présente son travail à travers le monde. Et cette pièce-là en particulier s'appelle Global Savages. Alors, les sauvages globaux. Je vais mentionner brièvement, parce que je veux vraiment qu'on commence à parler, ça fait longtemps que je parle. Les arts autochtones dans les communautés, j'en ai parlé un petit peu de ce sens de la responsabilité que les artistes contemporains sentent par rapport à leur communauté, même ceux qui vivent en ville, même ceux qui n'ont pas nécessairement, qui sont pas nés dans une réserve. Il y a cette préoccupation-là d'assurer que la voix soit entendue puis que les échanges se multiplient. Il y a aussi toute question une remise en question des relations avec les communautés. Il y a des communautés où ça ne va pas bien. Il y a des communautés où il y a des problèmes d'abus de substances, il y a des problèmes de violence, il y a des problèmes sociaux. Et donc, il y a parfois des rapports qui sont contestés entre ces communautés-là et les artistes et leurs travaux. Donc, c'est pas toute une affaire rose, là, tu sais, ça brasse. Et finalement, la question de la communauté pour renaître comme artiste et la multiplication des communautés. Alors, il y a plusieurs artistes autochtones qui s'identifient au monde de l'art autochtone et donc leur communauté deviennent des artistes de différentes nations, de différentes provenances, surtout pour des artistes qui vivent en ville. Alors, je vous présente rapidement les images qui restent, puis on commence à se parler. Donc, travail de Frank Chebagegek, qui est un artiste de l'Ontario. C'est un commentaire sur la nature préfabriquée des maisons, souvent qu'on envoie dans les réserves, ou le déplacement des communautés, où on leur construit des petites maisons pour les envoyer. Les faire taire. D'autres territoires, oui.
Le travail de Nadia Meyer encore, dont je vous ai parlé précédemment, elle fait un travail avec les communautés, ça s'appelle The Scar Project, alors c'est le projet de la cicatrice, où elle travaille avec les gens de la communauté et elle les invite à venir inscrire leurs cicatrices sur la toile. Et donc après, les travaux sont exposés et il y a tout un travail de guérison, si on veut, qui se fait à travers ça. Les artistes sont très impliqués dans la vie contemporaine aussi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet de pipeline entre l'Alberta et la Colombie-Britannique. Oui, évidemment, c'est très préoccupant. Et je voulais vous montrer le travail de l'artiste Marianne Nicholson, encore une fois, ça s'appelle Royal Spill. Alors, c'est les saumons qui sont poursuivis par des taches d'huile. Donc, un propos qui est très d'actualité, très contemporain. Recognize that image? Il y a une compagnie de cirque qui s'appelle Art Cirque, qui est à Igulik, et qui fait un travail extraordinaire, qui voyage aussi à travers le monde. Ils ont présenté leur spectacle en Afrique et partout. C'est un très beau travail. L'artiste Raymond Dupuis, donc évidemment, ce que j'essaie de présenter ici, c'est la diversité des pratiques, des approches. Ce n'est pas nécessairement des imageries qui sont attachées aux images traditionnelles. Il y a une multiplicité d'approches. Il y a tout le phénomène aussi des artistes. Les artistes contemporains ont souvent, ce sont des artistes qui sont à l'université, qui connaissent bien l'histoire de l'art. Et c'est donc des artistes qui chevauchent deux réalités, qui chevauchent la réalité du monde autochtone et qui ont en même temps une connaissance du monde occidental, de l'histoire de l'art occidental. Et le travail de Nadia ici illustre un peu ce chevauchement, si on veut. Son canot est fait d'un côté en métal et de l'autre côté d'une manière plus traditionnelle en écorce. Travail de Virginia Pessemapeo Bordelot, qui était d'ailleurs ici, qui faisait partie de. Il était venu en 2002 au symposium présenter des travaux. Je voulais vous parler aussi des stratégies d'humour et d'ironie qui sont beaucoup utilisées par les artistes autochtones. Vous savez, l'humour et l'ironie, c'est quelque chose qui fait partie de la culture autochtone. Il fallait en avoir une méchante dose pour survivre tout ce qui s'est passé. Et c'est donc une stratégie qui est souvent reprise dans les œuvres des artistes. Et Terence Soul en est un exemple qui est très rigolo. Il se prend pas au sérieux, mais il fait beaucoup de travail d'intervention en ville surtout. Il vit dans la région de Saskatoon. Saskatoon. Alors, brièvement, pour toucher, je vais dire quelques mots sur l'avenir des arts autochtones, parce que c'est un avenir reluisant, c'est un avenir plein d'espoir. Donc, je vous ai parlé juste quelques tendances rapidement qui se sont dégagées là, dans nos travaux de recherche. Le premier, c'est la question du taux de natalité que j'ai mentionné. Le deuxième, c'est les échanges de plus en plus fréquents entre les peuples autochtones. Les peuples autochtones du Canada qui se parlent de plus en plus, mais aussi des peuples autochtones à l'échelle internationale. Donc, beaucoup de contacts avec les Australiens, avec les Néo-Zélandais, avec les nations du reste de l'Amérique. Et il y a donc des rencontres qui se multiplient et ça, c'est très enrichissant. Ça enrichit les pratiques énormément. La question de l'hybridité culturelle, évidemment, on en a vu plusieurs exemples de ça, où l'hybridité, les artistes s'approprient différentes références, différentes fondations épistémologiques et les inscrivent dans leur travail. La question, bien sûr, des technologies. Technologies nouvelles émergentes, toute la question des technologies qui posent encore parfois problème, surtout pour les communautés en région éloignée. L'accès aux technologies est parfois un problème, mais c'est sûr que ça a un impact majeur sur la production artistique. La guérison des effets de la colonisation, on en a parlé, et la question de l'éducation et de la formation. Surtout dans l'Est du Canada, il y a vraiment un mouvement
d'appropriation de l'éducation, c'est-à-dire qu'on ne va pas juste être éduqué dans des termes non autochtones, mais il y a vraiment tout un travail de développement d'un corpus et de curriculum où on respecte la vision du monde autochtone, où on privilégie les savoirs autochtones, et ça, c'est réjouissant. Dans l'Est du Canada. Dans l'Ouest. Ben, dans le reste du Canada. Dans le reste. Dans le reste. 4 petits éléments des réalités futures, le problème des infrastructures. C'est quelque chose auquel il va falloir faire face éventuellement. Là, on ne pourra pas se mettre la tête dans le sable toujours. Il n'y en a pas d'infrastructures, alors il va falloir les développer. La question de nouvelle sensibilisation aux arts, puis le développement des publics. Il y a vraiment un développement de public qui est en train de se faire. Les artistes en art contemporain connaissent des carrières internationales. Alors, il y a vraiment une rencontre au sein des grands événements aussi. La question du discours critique, c'est quelque chose qui est en train de se développer, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus. Des Autochtones prennent la parole pour parler du travail, pour le décrire. Puis il y a tout un travail aussi de réécriture de l'histoire de l'art, mais d'un point de vue autochtone. Alors, je fais partie d'un collectif qui s'appelle le Collectif des conservateurs autochtones. C'est un mouvement, c'est une organisation canadienne d'un océan à l'autre. Et c'est des gens qui sont tous engagés dans ce travail-là. Et finalement, je l'ai mentionné aussi à quelques reprises, toute la question de l'indigénisation des méthodes, des approches. Donc, la question de ramener des principes, des valeurs autochtones dans le travail. Que ce soit du travail intellectuel, que ce soit du travail de création, du travail de recherche. Donc, les approches qui sont plus informées par des visions du monde autochtone. Et je m'arrête là. Questions, commentaires? Est-ce que les Indiens veulent majoritairement sortir des réserves? Je pense pas qu'il y a personne qui aime ça vivre dans le Non, mais je veux dire, est-ce qu'ils veulent s'intégrer? C'est compliqué. C'est bien compliqué. C'est pour ça que compliqué de sortir. C'est parce qu'il y a toute une... Soit le problème, là, mais là, on rentre dans des questions éminemment politiques. Je ne sais pas jusqu'à quel point on va aller là maintenant, mais le problème, c'est qu'il y a eu des ententes. Hein? On a signé des traités. Mais dès la signature, tu vois, ce qu'il faut comprendre, à l'arrivée des Européens, dans le fond, c'est des visions du monde très différentes qui sont entrées en collision. Et quand les Blancs ont signé des traités pour l'occupation des territoires, tu sais, la notion de propriété, là, de posséder un territoire, c'est une notion qui était complètement absente de la pensée autochtone. Ça se fait pas, ça. Tu possèdes pas le territoire. Voyons donc, c'est la terre. Voyons. Et donc, quand ils ont signé les premiers traités, ils ont signé ça, c'était en fait des traités de cohabitation. C'était de dire, OK, vous êtes là, on va partager. C'était en général d'assez bon monde. Hein? C'était pas mal ouvert aux autres cultures. Ils ont aidé à survivre les hivers, puis ils étaient prêts à partager les ressources. Alors, les traités qui ont été signés, c'était ça souvent. Mais on a changé les règles du jeu au fur et à mesure. On n'a pas respecté les traités. Puis quand les traités n'ont pas été respectés puis que les Autochtones ont voulu contester, on les a empêchés d'avoir recours à des juristes, puis on les a empêchés par la loi de faire appel des décisions. Alors, on les a complètement isolés. Hein? On leur a pris leur territoire, qui était très vaste. Ils étaient capables de s'occuper d'eux autres mêmes. Hein? Il y a besoin d'un territoire d'une certaine grosseur pour s'occuper de leur famille, de chasser, de cueillir, de faire ce qu'il y avait à faire. Alors, tu prends tout ce territoire-là, puis tu le réduis à ça, puis tu les empêches de sortir. Je ne sais pas si vous savez, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, ça prenait une permission écrite de l'agent indien pour sortir de la réserve si tu étais autochtone. Tu ne pouvais pas sortir de la réserve. Oui, tu n'avais pas le droit de sortir pour vendre rien non plus. Alors, tu sais, quand on entend les gens dire « Ah, ben oui, ben là, on leur donne tout cet argent-là, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils ne payent pas de taxes, on leur donne tout cet argent-là. » Mais il faut comprendre que
il y a eu tout un travail d'infantilisation puis de dépossession qui s'est fait. Alors, tu sais, oui, abolir la loi sur les Indiens, oui, abolir les réserves, mais dans le respect des premiers traités. Parce que le territoire, c'est le territoire des Premières Nations. Et à ce moment-là, ils s'intégreraient à nous. Bien, ils ne veulent pas s'intégrer. Ils ne veulent pas. Bien, s'intégrer comment? On va s'intégrer en partageant Qu'est-ce que ça ensemble. veut dire? Mais on ne veut pas, je ne pense pas que les Autochtones sont intéressés à perdre qui ils sont. Non. Mais je pense que c'est pas. C'est de la cohabitation. Ben, c'est ça. Je pense Ouais. que c'est pas juste eux, Ouais. c'est à nous aussi. Ouais. Puis un dernier petit mot, un truc que j'ai oublié de mentionner, mais je pense qu'il est important, puis ça fait une belle conclusion à ce matin. Vous savez, les formes d'art, n'importe quelle forme d'art, souvent, au Canada, en tout cas, les formes qui existent, sont des formes qui ont une mère patrie quelque part. C'est-à-dire que l'opéra, si on bannissait l'opéra des salles de concert au Canada, l'opéra ne mourrait pas. Hein, on s'entend, l'opéra va vivre ailleurs. Si on empêchait les tambours taiko du Japon de battre au Canada, c'est pas une forme d'art qui va mourir. Hein? Elle est en vie, puis elle est là. Bon, même chose pour n'importe quelle forme d'art. Mais les arts autochtones, si on les perd, il n'y a nulle part pour qu'ils aillent se ressourcer. C'est ici. Et donc, je pense que ça nous confère à tous, autochtones et non autochtones, une responsabilité de préservation, une responsabilité de soutien. Parce que si on les perd, c'est pas juste les Autochtones qui perdent ces formes-là, c'est nous tous, c'est les Québécois, c'est les Canadiens, puis c'est le monde en entier, parce que c'est des formes qui existent nulle part ailleurs. Alors voilà, dernière réflexion.